Et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on continue notre périple dans les parcs floridiens avec Universal Island of Adventure. Ouvert en 1999, Island of Adventure est le second parc du complexe Universal Studios Florida et vient donc compléter le premier parc en offrant des attractions plus sensationnelles et des landes thématisées autour de licences populaires. Au début, Universal avait prévu de faire un centre commercial du nom de Galleria Orlando à la place de Island of Adventure, mais finalement l'idée fut abandonnée au profit d'un deuxième parc. Actuellement, il y a bien une zone commerciale située en dehors des parcs nommée City Walk. Malgré son nom, Island of Adventure n'est pas vraiment une île. D'ailleurs, son premier nom était Universal Studios Escape. Mais les visiteurs avec ce nom-là pensaient plus à un nouveau land qu'à un parc entier, ce qui n'aidait pas à augmenter la fréquentation. Island of Adventure est en fait un ensemble de 6 petites îles regroupées autour d'un grand lac, un peu comme une énorme horloge. Le décor est d'ailleurs magnifique, et contrairement au parc principal qui a pour but de ressembler à un énorme plateau de tournage, Island of Adventure veut plutôt faire voyager les visiteurs. Le parc n'a pas vraiment de thème particulier mis à part l'aventure et exploite plusieurs univers provenant de licences qui n'appartiennent d'ailleurs pas toutes à Universal comme on l'a vu dans la première vidéo. Il y a même un land Marvel qui appartient maintenant à Disney et d'ailleurs c'est par là qu'on va commencer notre visite. Allez! Passé la zone d'entrée nommée Port of Entry, en prenant à gauche, on arrive dans Marvel Studio Island, construite bien avant que Disney ne se mette à tout marveliser. Déjà c'est plus centré sur les comics Marvel, ce que personnellement je préfère parce que j'ai jamais été très fan du MCU, et l'esthétique est plus cartoonesque, on a vraiment l'impression d'être plongé dans une BD. On peut d'ailleurs y rencontrer plein de personnages Marvel qui ne sont pas présents dans les parcs Disney comme Wolverine ou même les méchants de Spider-Man. Mais surtout c'est sur cette île que se trouvent deux des attractions les plus sensationnelles du parc. Impossible de ne pas remarquer le Incredible Hulk Coaster avec un super départ à propulsion. On passe de 0 à 64 km/h en 2 secondes. Ouais, je sais, dit comme ça a pas l'air hyper impressionnant, mais le truc c'est que on vous prévient pas du départ. Pas de décompte comme à Rocket Roller Coaster, Là, à moins de connaître l'attraction par cœur, y a pas moyen de savoir quand on part, ce qui crée un joli effet de surprise. Les sièges sont super confortables et même s'il y a autant d'inversions qu'à Goudurix, vous ne ressortirez pas avec un mal de tête après ce roller coaster. Juste à côté, on retrouve Storm Force Acceleration. Bon là, y a rien de particulier, c'est une version améliorée des tests à Disneyland sur le thème des X-Men. Sympa à faire si vous avez le temps, mais faites pas 2 heures de queue pour ça non plus quoi. Et on arrive à l'une des meilleures attractions du parc, The Amazing Adventures of Spider-Man. C'est un mix entre un simulateur et un dark ride qui va mettre les fans de comics en transe et les non-fans se demander mais pourquoi une attraction aussi cool n'a pas été donnée à une autre licence, genre Transformers. Sans rire, c'est cette attraction qui m'a donné envie de me mettre aux comics. Et enfin, un peu plus loin, on a Doctor Doom's Fearfall, une attraction de type tour qui vous propulsera à toute vitesse dans les airs, là encore sans vous prévenir. Bon, ça aussi, c'est une attraction que je vous déconseille de faire s'il y a trop de monde, surtout que la queue est très stagnante, donc frustrante. À part la première propulsion, le reste de l'attraction n'a pas grand intérêt. On passe ensuite à une autre île, mais on reste dans l'univers de la BD avec Toon Lagoon. Cette île rend hommage aux vieilles BD et cartoons américains comme Betty Boop ou Popeye, bien loin des super-héros. Popeye a même une partie de l'île qui lui est consacrée. Et bon, c'est vrai que toutes ces références n'auront peut-être pas trop de signification pour nous, pauvres français que nous sommes, mais tous ces personnages font partie de la pop culture américaine et c'est cool de s'y intéresser et de se cultiver un peu. Par exemple, une partie de l'île reprend les personnages créés par Jay Ward, un créateur de séries animées aussi connu que Tex Avery ou Hanna et Barbera aux États-Unis. Et si son nom ne vous dit peut-être rien, c'est à lui qu'on doit notamment les personnages de Georges de la Jungle et Peabody et Sherman. Mais Toon Lagoon, c'est surtout les attractions d'eau. Et oh putain de merde, laissez-moi vous dire que si vous pensiez être trempé après Menhir Express Astérix, vous avez pas vécu encore. Et on commence avec Popeye Bluto's Bleach Rat Barges, ou pour faire court, Popeye. Une attraction de type bouée. Et normalement, le degré de mouillage de ce genre d'attraction repose beaucoup sur la chance, mais là, peu importe où vous êtes placé, vous serez trempé. Il y a de l'eau qui sort de partout, des vagues qui submergent complètement la bouée, et une scène finale dans un lavomatique pour achever les derniers rescapés. Et comme ça suffisait pas, il y a même des petits connards qui s'amusent à vous balancer de l'eau dans l'attraction depuis l'aire de jeu. Vous sortirez aussi trempé que si vous veniez de prendre une douche, mais le point positif, c'est qu'en Floride, ça sèche vite. Et si vous ne vous êtes pas encore assez rafraîchi, rendez-vous juste en face à Dudley Do Right Ripsaw Falls, basé sur le vieux cartoon Dudley Do Right qu'on ne connaît que très peu en France. En gros, c'est des bûches, mais comme le thème c'est un cartoon, vous vous doutez bien que le parcours est un petit peu barré. Et vu la chute, ça mouille légèrement. Maintenant que vous êtes bien mouillé, vous êtes dans les conditions idéales pour une petite excursion sur Skull Island, l'île de King Kong. C'est sans exagérer l'attraction la plus incroyable que j'ai faite de ma vie niveau immersion et technologie. Ça mêle décor réel et écran 3D tellement bien qu'on sait même plus ce qui est vrai ou fictif. Bon, par contre, il y a souvent beaucoup de queues et la single rider marche pas très bien, mais s'il y a une attraction qui mérite qu'on attende 2 heures, c'est celle-là. Et puis ça vous permettra de sécher un peu avant d'entamer la dernière attraction d'eau du land. Attention musique. Et oui,
et bienvenue à Jurassic Park, parce qu'apparemment, même après 5 films, les humains pensent encore que c'est une bonne idée de faire un parc d'attractions avec des dinosaures. Mais bon, ici, pas de panique, vous aurez peu de chances de vous faire bouffer par un T-Rex ou un raptor. Par contre, vous pouvez prendre une photo avec eux. Faites gaffe quand même, hein. L'attraction phare de ce land est évidemment Jurassic Park River Adventure, une charmante visite en bateau parmi les dinosaures narrée par John Hammond en personne. Attention, même si ça mouille moins que les 2 autres attractions d'eau, la chute finale de 26 mètres est brutale. Après, c'est vrai que certains animatronics de dinosaures ont un peu mal vieilli, mais le T-Rex à la fin est super réaliste. Mis à part ça, il y a beaucoup de zones à explorer, comme le camp Jurassique, qui est une aire de jeu pour les enfants, et le Jurassic Park Discovery Center, qui est une reproduction de celui qu'on trouve dans le film. Et déjà, avec Marvel et Jurassic Park, je sens tous les geeks pavés derrière leur écran là. Mais c'est rien comparé au land qui arrive. The Wizarding World of Harry Potter, l'une des zones les plus récentes du parc qui reproduit avec fidélité Poudlard et Préolard. Vous retrouverez toutes les boutiques et restaurants des films et surtout vous pourrez vivre une aventure palpitante à Poudlard. Harry Potter and the Forbidden Journey, l'attraction que tout fan d'Harry Potter se doit de faire au moins une fois dans sa vie. Je saurais même pas vraiment vous décrire cette attraction, il y a de la 3D, du parcours, des sensations, des décors, c'est juste magique. La file Single Rider marche très bien, mais s'il n'y a pas beaucoup de queue, autant faire la vraie file, ça vous permettra de visiter Poudlard. Vous pourrez prendre le Poudlard Express direction King's Cross pour vous rendre à l'autre parc et au chemin de traverse par la même occasion. Plus loin se trouve l'attraction Flight of the Hippogriff, un mini roller coaster bien sympa mais très court. Sérieux, s'il y a plus de 20 minutes de queue, zappez-le et allez faire le vrai roller coaster du land. Il est où le Dragon Challenge? Ah, alors d'après ce que j'ai pu voir, cette attraction des Dragon Challenge a fermé en 2017 pour faire place à un nouveau roller coaster Harry Potter en 2019. Ok. Bon, je vois pourquoi ils ont décidé de supprimer Dragon Challenge. C'était une bonne attraction, hein. C'était un roller coaster inversé comme à Osiris et on avait le choix entre 2 parcours, un doux et un plus sensationnel. Mais cette attraction appartenait à la base au land d'à côté, The Lost Continent, qui a pour thème les légendes et les mythes. Ça s'appelait Dueling Dragon et donnait l'impression de voler à dos de dragon. Quand le land Harry Potter a ouvert, Dueling Dragon est devenu Dragon Challenge et a pris comme inspiration la première épreuve de Harry dans la coupe de feu où les candidats doivent voler un œuf de dragon. Du coup, Universal a dû rethématiser rapidement les Dueling Dragon et c'est vrai que c'était l'attraction la moins immersive du land. La file d'attente était longue et vide et il n'y avait pas grand chose qui rappelait l'univers d'Harry Potter. D'ailleurs, il n'y avait jamais personne à cette attraction, les temps d'attente montaient rarement au-dessus de 20 minutes. C'est pas étonnant du coup que Universal ait décidé de définitivement laisser tomber ces vieux dragons pour faire un truc 100% Harry Potter. Et vu la tête du reste du land, ça promet. Puisqu'on en parle, continuons vers le prochain land de Lost Continent. En gros, il est séparé en 2 zones, la zone appelée Sinbad Bazaar, qui rappelle les contes des Mille et une nuits, et une zone plus centrée sur la mythologie grecque. C'est super joli, mais ils ont pas la poubelle qui parle quand même. Avant, il y avait aussi la zone Merlinwood, où les visiteurs pouvaient se balader dans la forêt de Merlin l'Enchanteur et rencontrer des créatures féeriques. Mais cette zone a laissé place au land Harry Potter en 2010. C'est un peu dommage quand même, ça devait être cool, surtout que Merlin et Harry Potter c'est pas exactement en contradiction, ils auraient pu l'adapter au lieu de le supprimer. Aujourd'hui, à part des décors magnifiques, il ne reste pas grand chose dans cette zone. Il y a un spectacle de cascade appelé The Eighth Voyage of Sinbad qui est très sympa, et une attraction interactive, Poseidon's Fury, qui prend beaucoup de temps et n'est pas spécialement incroyable. À faire si vous avez le temps ou s'il pleut à verse et que vous voulez vous abriter. N'oubliez pas le restaurant Mythos qui a été élu 5 années de suite meilleur restaurant de parc à thème au monde et à juste titre. C'est bon, c'est pas trop cher et pour une grosse geek de la mythologie grecque comme moi, c'est le cadre parfait. Et croyez-moi, c'est pas un mytho. Depuis l'arrivée du land Harry Potter, The Lost Continent a beaucoup perdu de son attrait. Pourtant, c'est un land très important qui a joué un rôle décisif dans l'histoire de Disney. Et oui, lors de l'ouverture du parc Animal Kingdom à Disney World, un land basé sur les créatures mythologiques avait été envisagé, dont un roller coaster sur le thème des dragons. Seulement, ce land n'a pas été construit tout de suite à cause de restrictions budgétaires, et Universal a fini par fortement s'inspirer de cette idée pour leur nouveau parc Island of Adventure. Et du coup, Disney a préféré abandonner le projet, mais on en parlera plus en profondeur dans la face cachée des parcs dédiée à Animal Kingdom. Affaire à suivre. Et on arrive au dernier land du parc, un land que j'aime particulièrement, Seuss Landing. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Dr Seuss, on a fait plusieurs vidéos à ce sujet. C'est une zone plutôt pour les enfants dédiée aux œuvres du Dr Seuss. Pardon, dédiée au livre du Dr Seuss, donc désolé Zen, mais il n'y aura pas de rencontre avec le cache-pilleur version 2012. En plus des décors à explorer, le land comporte 4 attractions. Un petit monorail qui fait le tour du land, un carrousel qui va étonnamment vite, un manège très marrant avec des poissons qui vous éclaboussent et un dark ride sur le livre du chat chapeauté. Vous inquiétez pas, le chat est à peine plus flippant que celui du film. À peine. Et voilà, on a terminé notre visite de Island of Adventure. Place aux astuces et conseils. Premier petit conseil qui s'applique aussi à l'autre parc, il y a des casiers à l'entrée des attractions principales pour laisser vos sacs. Ces casiers sont un service gratuit, par contre pensez bien à récupérer vos sacs dès l'attraction terminée car ils deviennent payants après une certaine tranche horaire. Notez votre numéro de casier, sérieux, faites pas confiance à votre mémoire parce qu'après 1 heure de queue et un roller coaster, on n'a plus les idées en place.
Ne zappez pas le land du Dr Seuss, les attractions sont peut-être pour les enfants mais elles sont super cool. D'ailleurs si vous voulez profiter au max, essayez de lire quelques œuvres du Dr Seuss avant de visiter le parc, vous comprendrez du coup mieux les références. Le land fourmille de petits détails, par exemple il ne contient aucune ligne droite car le monde du Dr Seuss est complètement biscornu. Après tout, ce serait bête de pas prendre une petite photo devant la maison du cache-pilleur quand même, non? De manière générale, explorez, touchez à tout, tendez l'oreille, il y a plein de petits secrets cachés, vous pourrez par exemple entendre Mimi Géniard dans les toilettes du land Harry Potter ou trouver un embryon de dinosaure caché par Dennis Nerdy à Jurassic Park. Et n'oubliez pas de guetter le caméo de Stanley dans l'attraction de Spider-Man. Et si comme moi vous vous demandez d'où vient ce phare à l'entrée du parc, sachez qu'il est basé sur le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde. Et c'est vrai qu'il est pas moche ce phare. Et pour terminer en beauté cette série sur les parcs Universal, voici un petit programme pour optimiser au maximum votre journée. À l'ouverture, si vous ne tenez pas plus que ça à faire les mignons, allez directement faire l'attraction Skull Island dans le parc Island of Adventure. C'est l'attraction la plus récente et les temps d'attente baissent rarement en dessous de 90 minutes en journée. Après ça, je sais que c'est un peu frustrant, mais rendez-vous à l'autre parc sans prendre le Poudlard Express. Profitez que le parc ne soit pas encore trop rempli pour faire Gringotts et Rockit et n'hésitez pas à emprunter la file Single Rider s'il y a trop de monde. Après ça, faites le reste des attractions du parc à votre guise, il ne devrait pas y avoir trop de monde à part aux Mignons et peut-être aux Simpsons. Maintenant que vous avez fait les attractions que vous vouliez, retournez au chemin de traverse et explorez-le de fond en comble. Terminez ensuite par emprunter le Poudlard Express direction Préolard sur Island of Adventure. Island of Adventure est souvent bondé entre 11h et 14h, allez donc plutôt voir le spectacle de Sinbad ou alors explorer le parc. Après 14h, tentez l'attraction de Forbidden Journey à l'intérieur de Poudlard et encore une fois la file Single Rider est votre amie. Faites les attractions d'eau plutôt en fin d'après-midi quand il fait moins chaud. Ripsaw Falls a la queue la plus frustrante du parc, essayez donc de le faire le plus tard possible. S'il pleut, faites les attractions d'eau parce que la pluie en Floride est plutôt chaude et il y aura personne, donc c'est l'occasion. Terminez ensuite Island of Adventure avec Spider-Man et Hulk qui devraient vraiment se vider en fin de journée. Dernier petit arrêt au land du Dr Seuss si vous en avez le temps, puis direction le Poudlard Express pour le prendre dans l'autre sens et retourner au premier parc. Et là enfin faites tranquillement les attractions que vous n'avez pas encore faites et enchaînez-moi 12 fois de suite la momie qui aura 0 temps d'attente en single rider. Après bien sûr ça reste un schéma, libre à vous de l'adapter selon vos goûts. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine.